Diana, bienvenue dans votre journal de ce mardi 26 août. Merci de nous rejoindre sur TNTV. Tout de suite, les titres. Zoom sur cette opération inédite réalisée à la clinique Cardella. Un sarcome, cette tumeur maligne rare, a pu être retirée grâce à l'assistance à distance d'un expert en France. C'est à la une de ce journal. De la santé toujours du côté de Taraheuil, appelé à se prononcer sur le 3e collectif budgétaire. Les élus se sont inquiétés du manque d'attractivité en Polynésie pour le personnel soignant. La réforme de leur statut est revenue sur le tapis. Après l'Assemblée en mai, c'est au tour de la présidence d'accueillir ce jeudi un job dating pour les personnes en situation de handicap. L'intérêt de cet événement, on en parle avec Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion. Et puis nous terminerons ce journal avec le parcours d'excellence d'une jeune bachelière. Vicky Lo rejoint l'école des Gobelins à Paris, l'une des plus prestigieuses au monde dans l'animation. Nous découvrirons son portrait un peu plus tard. La vidéo circule depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. On y voit un homme à terre, insulté après avoir été frappé en pleine rue à Papeete. Selon nos informations, l'auteur présumé des coups a été interpellé. Il est en garde à vue à la DTPN. L'homme blessé a été hospitalisé au CHPF, mais ses jours ne sont pas comptés. Toujours dans l'actualité judiciaire, un étudiant en informatique à l'université de la Polynésie a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Une nuit d'avril, il s'était introduit dans la chambre de 2 étudiantes endormies pour les filmer à leur insu. Retrouvez les détails de cette affaire sur tntvnews.pf. C'est une première en Polynésie. La clinique Cardella a réalisé une opération de pointe grâce à une téléassistance depuis la France. 2 chirurgiens sur place ont été guidés en direct par un spécialiste parisien. Une avancée qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux soins dans nos îles. Reportage Hotuari Kolombani. Cet outil n'a rien de spectaculaire en apparence, mais il pourrait bien apporter une toute autre approche de la chirurgie en Polynésie. En effet, Tahiti innove avec la téléchirurgie du sarcome, un pas vers l'expertise à distance. Une première mise en œuvre de cette méthode a été réalisée en juin dernier. Une patiente atteinte d'un sarcome à la jambe s'est faite opérer à Papeete. Grâce à cet appareil, on a pu réaliser cette intervention, assistée par le docteur Honoré, qui est vraiment un spécialiste, un chirurgien également, spécialiste de la prise en charge des sarcomes à Villejuif, et qui, grâce à cet appareil, pouvait voir ce qu'on faisait pendant l'intervention et nous parler, nous guider via la vidéo, on pourrait en mettre des annotations. Au-delà de cette première, cette technique de téléassistance pourrait s'appliquer à bien d'autres interventions chirurgicales. Oui, on pourra développer cette technique pour tout type d'intervention qui nécessite un avis d'expert métropolitain ou même autre, où on pourra faire à peu près toutes les interventions réalisables localement avec des gens qui ont un minimum d'expertise. Une innovation technique qui pourrait offrir à la Polynésie un accès durable à l'expertise médicale de pointe sans quitter le territoire et réduire ainsi les déplacements lents et coûteux vers la métropole. Je pense que ça peut économiser des EVASAN sur le plan économique. Après, ce qui peut surtout, pour nous, ce qui est bien pour les patients, c'est que ça permet aux patients d'être chez lui, en tout cas en Polynésie, et pour tout ce qui est l'impact sur la guérison, le futur, justement, on sait qu'il est bien entouré, qu'il est chez lui, qu'il n'a pas de perte de repères. Une première collaboration exemplaire qui démontre qu'avec des outils adaptés et des protocoles bien établis, il est possible d'offrir une expertise médicale de haut niveau dans les territoires ultramarins. L'expertise médicale, justement, pourrait venir à manquer. Alors que le CHPF frise le plan blanc et peine à fidéliser ses soignants, le statut des personnels de santé a ressurgi ce matin à Taraheuil, avec cette question défendue depuis longtemps par Oscar Temaru. Faut-il s'ouvrir aux médecins étrangers? Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Jeanne Tinoroy.
6 milliards de francs, c'est la rallonge au budget qui a été proposé ce matin. Sur cette enveloppe, un peu plus de 500 millions sont dédiés aux structures de santé. À l'instar du CHPF, au bord de la saturation et en manque de médecins. L'occasion pour l'opposition d'interroger l'action du gouvernement sur l'attractivité de ce secteur en Polynésie. Les compétences, aussi bien de l'emploi du travail et de la santé, sont de la compétence de la Polynésie française. Nous avons tout à fait la légitimité, pourquoi pas, de créer un statut, une fonction publique hospitalière comme ce qui existe en métropole aujourd'hui. Pour le ministre de la Santé, cette révision est déjà dans les tuyaux, mais demande une chronologie dans sa mise en place. Dans un premier temps, on va travailler sur les catégories d'emploi. C'est le plan qu'on a avec la ministre de la fonction publique. Dans un deuxième temps, on va voter les établissements publics de santé qui permettront plus de modularité dans le changement de fonctionnement des établissements. Et puis dans un troisième temps, on travaillera sur une fonction publique de santé qui nous permettra de trouver une certaine autonomie, voire une petite indépendance dans la fonction publique. Une fois n'est pas coutume, cette révision du statut des personnels soignants est également demandée par la majorité. Le leader indépendantiste n'a pas manqué de remettre sur la table le recrutement de médecins étrangers. Puisque nous avons la compétence en matière de santé, le problème est vite réglé. Nous avons 2 pays et nous pouvons d'ores et déjà prendre une décision. Fidji en premier lieu et Cuba en second plan. Mais nous n'en voulons pas sous prétexte que notre statut ne le permet pas. Modifions alors le statut. C'est prévu, c'est dans le plan de charge, on va essayer de faire comme les Calédoniens. Pouvoir recruter à l'étranger, mais il faut recruter en bonne connaissance des diplômes étrangers aussi et faire en sorte de donner la meilleure qualité des soins à nos patients. Pour le groupe des non-inscrits, ces recrutements ne sont plus d'actualité. On a un problème d'attractivité au niveau de notre personnel soignant et c'est ce qui provoque aussi toutes ces difficultés de nos structures de santé. Oscar Temaru est enfermé dans son passé et qu'aujourd'hui faire venir des médecins de l'extérieur, déjà qu'on n'arrive pas à en faire venir de France. Si le pays a temporisé ses inquiétudes, ces questions devraient revenir dans les débats dans les prochains mois lors de la préparation du budget 2026. Le service de radiothérapie du CHPF dispose à nouveau de 2 accélérateurs de particules. Résultat, retour à un rythme de 60 patients traités chaque jour. Ces appareils de dernière génération ciblent les tumeurs avec plus de précision. La qualité des soins progresse, même si le service reste marqué par un turnover des oncologues. On écoute le docteur Pierre Gustin. La cancérologie a connu de grandes avancées ces dernières années, puisqu'on estime qu'à l'heure actuelle, c'est environ 2 patients sur 3 qui ont guéri du cancer. Donc évidemment, plus le cancer est pris en charge tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Mais c'est vrai que les avancées technologiques nous permettent maintenant d'être de plus en plus précis dans la délivrance du traitement et de diminuer également les toxicités induites par ces traitements, et notamment ce traitement de radiothérapie. Maintenant, les faisceaux sont de plus en plus focalisés sur la tumeur, ce qui permet de préserver les organes à proximité de la tumeur et donc de diminuer les risques de complications à court et long terme de la radiothérapie. Ce qui fait que l'oncologie, c'est une spécialité maintenant qui intègre beaucoup la recherche, qui n'est pas encore, en application ici. Et puis, c'est pas toujours facile pour un jeune oncologue de travailler loin de centres experts. C'est le 2e job dating de l'année consacré aux personnes en situation de handicap. Après un premier événement en mai à l'Assemblée, c'est au tour de la présidence d'accueillir une vingtaine d'organisations prêtes à jouer le jeu de l'inclusion. Un événement qui fait suite aux ateliers CV et aux simulations d'entretien d'embauche proposés lors des Journées polynésiennes du handicap 2025. Pour en parler, notre invitée ce soir est Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion. Yaurana, merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour commencer, quel est l'objectif principal de ce job dating? Alors, ce job dating est particulier parce que les candidats ont été triés. Ils ont fait l'objet d'un accompagnement poussé par le CEFI. Ça fait 1 mois qu'on les prépare. Ce sont des candidats
formés, qualifiés et qui sont en globalité dans le secteur tertiaire. Et combien d'entreprises participent à cet événement? Alors, la liste n'est pas encore fixée. D'ailleurs, c'est l'objet de l'appel de ce soir, c'est de dire aux entreprises qui ne remplissent pas l'obligation d'embauche, venez, car nous avons un vivier de demandeurs d'emploi en situation de handicap qualifié. Et pourquoi choisir justement le format du job dating pour attirer ces entreprises? Ben, en fait, on revient toujours au handicap. Il y a plusieurs réponses à cette question. On rassemble tout le monde sur le même lieu. Donc, c'est plus pratique pour la personne en situation de handicap. 2, l'entreprise qui vient est sûre qu'il y aura des candidats qui répondront à sa demande. Parce que ça a été vu avec le CEFI. Donc c'est vraiment un moment où on dit à chaque partie, soyez vous-même. Le handicap n'est plus à cacher, il est au contraire à mettre en évidence, car pas derrière se greffent tellement de compétences. Donc c'est vraiment le format qui convient le mieux pour ce type de public. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez et comment les aidez-vous à les surmonter à cet événement, en parlant des entreprises? Alors, nous avons de renouveler les mesures d'aide à l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut propre aux travailleurs handicapés, sauf que lorsque c'est un travailleur handicapé, on aide un peu plus les entreprises. C'est une mesure incitative. À côté de ça, on n'a pas voulu les charger. On a laissé le taux d'embauche à 2%, avec une modulation jusqu'à 4%, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des freins à l'embauche. Ce n'est pas à chaque fois une mauvaise volonté du chef d'entreprise. Il y a notamment le sujet du transport. Nous sommes en train de travailler dessus. Le ministre des Grands Travaux a commandé des bus à plancher bas, justement pour accueillir des fauteuils. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs textes réglementaires pour faciliter. Donc, on est conscient des freins et justement, on veut être là en soutien à ceux qui veulent apporter leur pierre à l'inclusion. Merci Nathalie Salmon-Udry d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. On poursuit avec les chiffres clés de l'économie. L'Institut de la statistique avec l'IOM et l'AFD a présenté ce matin une première estimation de l'activité en 2024. Pas de bilan chiffré complet, mais une tendance, l'économie ralentit par rapport à 2023 tout en restant positive. Les explications de Sophie Guébel. Après une très bonne année 2023, la croissance économique se maintient timidement en 2024. En effet, le produit intérieur brut progresse légèrement de plus de 1% après un gain de croissance à 2,8% en 2023.
Une croissance en demi-teinte donc, portée essentiellement par la consommation des ménages qui progresse de 1,3% et par la consommation publique avec une hausse de 3,2%, notamment grâce aux Jeux olympiques. En 2024, la croissance économique est modérée par rapport à ce qu'on a connu l'année précédente, ce qui s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, le pilier de la croissance économique, c'est la consommation des ménages, et donc elle est moins dynamique que l'année précédente. Et puis, du point de vue de la demande externe, on a des exportations qui sont moins fortes, puisqu'elles étaient portées sur l'année 2023 par des exportations exceptionnelles du côté de la perle. Des exportations de biens et de services en très net recul avec une baisse de plus de 6% en 2024. Une baisse expliquée donc essentiellement par le secteur de la perle. Il perd 45% de ses exportations en volume l'an passé. Mais tout n'est pas si noir en 2024. L'ISPF note un pouvoir d'achat des ménages en hausse avec une inflation plus contenue que dans d'autres collectivités ultramarines. Le marché de l'emploi, lui, affiche toujours une très bonne dynamique. Dynamique soutenue par la masse salariale en hausse de 6%, conjuguée à celle du revenu disponible en progression de 3,5%. Des tendances positives qui semblent se poursuivre au premier semestre 2025. L'évolution de l'activité économique est plutôt positive, en particulier compte tenu de la demande extérieure avec notamment une fréquentation touristique et des nuitées touristiques qui sont en hausse par rapport au premier semestre 2024, ce qui est un bon signal pour notre économie. En revanche, ce premier semestre est marqué par un essoufflement de la consommation des ménages. Selon l'ISPF et ses partenaires, la Polynésie affiche la meilleure dynamique économique de l'outre-mer. Mais il faut savoir rester prudent dans cette période de grande instabilité mondiale. Mouvement social, désormais, la contestation a débuté hier dans le commerce. AFA a une quarantaine d'employés de Sosimat se sont rassemblés devant le magasin. Les discussions portent sur le délai de carence et les indemnités de départ à la retraite. À Pape-Été, une dizaine de salariés ont installé un piquet devant une enseigne de bricolage. Selon les syndicats, le mouvement pourrait s'élargir à d'autres commerces dès demain. La Fédération générale du commerce dit préparer des réponses aux revendications. Place maintenant à un portrait d'une étudiante brillante qui s'envole pour Paris. Vicky Lo, ancienne élève du lycée Raapoto, vient de décrocher son bac avec mention. Elle s'apprête à intégrer l'école des Gobelins à Paris. Son portrait est signé Tauhiti Taunua-Moussan et Heimanu Manutei. Derrière ses cheveux longs et son air réservé, Vicky, 18 ans, est sortie major du lycée Samuel Raapoto de la section STD2A. Originaire de Papara, elle s'apprête à rejoindre la prestigieuse école d'animation des Gobelins afin d'obtenir le diplôme de DNMed numérique, comprenez-la, le design numérique et le développement web. Gobelins, c'est une école hyper connue et c'était un peu mon école de rêve. J'ai été acceptée dans la filière coder sa créativité. Donc je vais étudier bien entendu le code, mais aussi du design de motion et d'interface. Par exemple, si tu bouges ta souris, le mot il change de couleur, il s'agrandit, il y a un lien, tu peux cliquer dessus. Des personnages ou des visages avec un crayon, des pinceaux ou des bombes, Vicky est très manuelle et utilise plusieurs techniques. Ses œuvres ont été exposées pour la première fois à la fête de fin d'année du conservatoire. J'ai toujours dessiné et ça fait depuis la 5e que je suis ici. Et honnêtement, j'adore ce que je fais ici, c'est vraiment diversifié. Et pour continuer à performer dans son art, Vicky a pu compter sur les précieux conseils de son professeur du Conservatoire de Polynésie. Mathei Coulon n'en est pas à son premier prodige, mais avoue ressentir beaucoup de fierté dans l'accompagnement de la jeune fille depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais regardé finalement mes consignes comme j'ai toujours demandé. Elle est toujours passée à côté et c'est en passant à côté, c'est-à-dire de la consigne, qu'elle m'a toujours surpris en fait. À compter de jeudi, la jeune fille accompagnée de sa mère finalisera son inscription dans le nouveau campus des Gobelins, situé dans le 20e arrondissement
de Paris. On avait regardé déjà qu'il n'y a pas beaucoup de DNMI numériques. Et en plus, pour pouvoir accéder, il fallait avoir minimum 16 de moyenne en philo et avoir une mention. Vicky part pour au moins 3 ans d'études et on espère voir un jour son nom dans les futurs génériques de films d'animation. Et félicitations à Vicky pour ce parcours remarquable. Elle prend l'avion ce soir pour poursuivre ses études. Et pour finir sur une note plus légère, l'humoriste Franjo revient à Tahiti. C'est sur ces images de cette jeune fille au parcours remarquable que l'on termine ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Initiative Fénois le MAG, puis 2 épisodes de la série NCIS Los Angeles. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Très belle soirée à vous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.